Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé surtout une bonne semaine. Eh bien, reconnaissance oblige, je tiens à vous remercier très sincèrement ce matin pour votre soutien, pour votre assiduité à notre émission. Vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, eh bien nous avons atteint au cours de la dernière semaine le chiffre psychologique, le seuil psychologique de 100 000 followers, de 100 000 abonnés. Eh bien, ce travail, nous l'effectuons pour vous. Eh bien, ce succès, puisqu'il faut l'appeler succès, eh bien, nous vous le devons. Aussi, voulons-nous prendre le temps, mon équipe et moi, pour vous remercier de votre assiduité, vous remercier de votre soutien, vous remercier de ce que vous veillez sur nous. Les gens ne s'imaginent pas à quel point leurs conseils, leurs commentaires, leurs suggestions, n'est-ce pas, contribuent à enrichir ma formation. À moi seul, je ne pourrais produire semaine après semaine 2 émissions, mais grâce à vos suggestions, je ne connais pas tout le monde. Quelques-uns de mes invités me sont suggérés littéralement par vous. Quelques-uns de mes sujets me sont imposés par vous, c'est le cas de le dire. En sorte que si nous avons atteint donc le seuil psychologique de 100 000 abonnés, c'est grâce à vous. Je tiens donc à vous en remercier. Eh bien, nous poursuivons le travail. Le travail consiste à regrouper une masse critique d'hommes et de femmes réveillés, comme je le dis dans la mission même de l'émission, de manière à relever, n'est-ce pas, le niveau de vie de nos communautés, de manière à mener nos pays, n'est-ce pas, là où nos ancêtres qui se sont battus, qui se sont sacrifiés, donc amener nos pays là où nos ancêtres ont toujours voulu les amener. J'espère donc vous avoir encore pendant longtemps et encore une fois, j'aime pas me fixer d'objectifs en termes de chiffres, mais si nous avons pu atteindre le chiffre de 100 000 abonnés, pourquoi pas, rêvons à 1 million un jour. Merci encore une fois et je sais que grâce à votre support, nous y arriverons. D'autant que ça fait seulement 2 ans et demi que nous effectuons ce travail sur YouTube. Nous ne sommes pas présents sur YouTube depuis 3 ans. Ça fait à peine, n'est-ce pas, 2 ans et quelques mois. Eh bien, si nous avons pu atteindre ce chiffre, c'est vraiment grâce à vous. Je reçois votre soutien avec beaucoup d'humilité. Eh bien, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée, comme à chaque semaine, à l'actualité dans les pays noirs, à l'actualité en Haïti. Et mon sujet, n'est-ce pas, sera entièrement consacré à la politique étrangère des États-Unis en ce qui a trait à Haïti. Et vous comprendrez pourquoi, et c'est d'ailleurs le titre de l'émission, que si je suis haïtien, si je connais bien l'histoire d'Haïti, si je connais bien l'actualité politique haïtienne, je ne peux être haïtien et ne pas détester la politique étrangère américaine. Je tenterai donc de vous dire pourquoi dans l'émission d'aujourd'hui. Je remonterai à l'époque coloniale et vous verrez que toute l'histoire d'Haïti est marquée par l'ingérence sauvage, est marquée par l'ingérence brutale des Américains dans nos affaires politiques, dans nos affaires économiques, en sorte que l'échec d'Haïti, puisqu'il faut parler d'échec d'Haïti, est imputable d'abord, et j'aime à le dire, l'échec d'Haïti est imputable à 80% à l'ingérence des Américains, à l'ingérence des Français et depuis quelque temps à l'ingérence des Canadiens dans nos affaires. Bien sûr que nous avons une responsabilité nationale à assumer. Cette responsabilité, eh bien, elle doit être assumée à 20% par
ceux qui ont dirigé ce pays, mais s'il faut être honnête, quand il faut fixer les responsabilités, l'échec d'Haïti est imputable à 80% à l'ingérence étrangère et à 20%, n'est-ce pas, à nos hommes et nos femmes politiques. Un jour, il faudra changer la classe politique haïtienne, car c'est une classe qui s'est considérée servile, c'est une classe d'hommes et de femmes politiques qui a accepté son statut d'homme lige des Américains. Il faudra changer ça, mais on ne peut espérer changer cette classe politique sans pointer du doigt la très lourde responsabilité, la responsabilité criminelle des Américains dans l'échec du peuple haïtien. Je vous veux éveiller, vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Avant la pause, on s'était promis de discuter de la politique étrangère des États-Unis par rapport à Haïti. Et vous comprendrez pourquoi je déteste d'une parfaite haine la politique étrangère des Américains en ce qui a trait à Haïti. Et pour nos amis africains, ils sont quand même plus de 30% à nous suivre sur notre chaîne. Pour nos amis africains, ce que je vais dire là des États-Unis en ce qui a trait à Haïti, vous devez le dire sur la France par rapport à vos pays. Au fait, ce sont les mêmes politiques étrangères que ces pays mafieux, que ces pays malveillants appliquent dans les pays noirs. Bon, alors, si vous voulez comprendre la politique américaine vis-à-vis des pays appauvris, si vous voulez comprendre la politique américaine vis-à-vis des pays déstabilisés, vis-à-vis des pays déstructurés, vous devez absolument lire Henry Kissinger. Pas parce que c'est un bonhomme aimable, au fait, c'est un bonhomme très détestable, mais c'est parce que Henry Kissinger, pour avoir été conseiller du président Nixon, pour avoir été son secrétaire d'État, ça veut dire à la fois le doctrinaire, l'idéologue et le praticien de la politique étrangère des États-Unis, vous devez absolument lire ces nombreux tomes où il définit en quoi devrait consister la politique américaine si les États-Unis veulent demeurer une grande puissance militaire, si les États-Unis veulent demeurer une grande puissance économique,
et surtout si les États-Unis veulent demeurer une grande puissance en matière géopolitique. Eh bien, il l'a dit net, il l'a écrit clairement en des termes très simples. Il l'a dit, n'est-ce pas, sans sourciller, à plusieurs reprises dans ses nombreuses entrevues à la télé. Eh bien, pour que les États-Unis demeurent une grande puissance, ils doivent s'assurer, les États-Unis, que les pays faibles demeurent faibles. Pour que les États-Unis demeurent une puissance économique, ils doivent s'assurer que les pays appauvris demeurent appauvris. Pour que les États-Unis demeurent une puissance politique stable, une force qui définit l'ordre, ou plutôt le chaos international, les États-Unis doivent s'assurer de déstabiliser la plupart des autres pays dans le monde. Je ne sais pas si vous avez bien compris, Henry Kissinger a bien défini l'équation au terme de laquelle les États-Unis sont une grande puissance politique. Pour que les États-Unis restent une grande puissance politique, ils doivent s'assurer que la plupart des pays soient instables politiquement. Pour que les États-Unis demeurent une grande puissance économique, ils doivent s'assurer que la plupart des pays demeurent, n'est-ce pas, des pays appauvris. Et pour que les États-Unis demeurent une grande puissance militaire, ils doivent s'assurer que la plupart des pays n'atteignent jamais leur niveau d'investissement en matière de complexes militaro-industriels. Au fait, si vous regardez les derniers chiffres, comme moi je l'ai fait, les États-Unis ont investi beaucoup plus d'argent dans leur armée que les 10 prochaines puissances militaires réunies. Cela veut dire, si vous mettez ensemble le budget militaire du Royaume-Uni, si vous mettez ensemble le budget militaire de la Russie, le budget militaire de la France, de l'Italie, et mettez-en, jusqu'aux 10 pays qui suivent les États-Unis en matière de puissance militaire, y compris la Chine d'ailleurs, eh bien les États-Unis les dépassent tous en termes de budget, même si vous mettez leur budget ensemble. Au fait, l'investissement des Américains dans le complexe militaro-industriel, seulement le budget du Pentagone dépasse le budget national du Canada. Je ne parle pas du budget militaire du Canada. Vous prenez le budget que les États-Unis consacrent au Pentagone, eh bien ce budget-là dépasse le budget du Canada en entier. Et le Canada, c'est l'un des pays économiquement les plus avancés, c'est l'un des pays du G7. Donc ça vous donne une idée, de l'énergie, ça vous donne une idée de l'importance que les États-Unis d'Amérique consacrent à leur puissance militaire, à leur puissance politique et à leur puissance économique. Sauf que c'est bien beau de dire cela. Ce qui est moins beau de dire, c'est que pour que les États-Unis demeurent une puissance économique, ils doivent s'assurer d'appauvrir la plupart des pays. Pour que les États-Unis demeurent une puissance militaire, ils doivent s'assurer de déstabiliser les autres pays. Et s'agissant de déstabilisation, s'agissant d'ingérence, s'agissant d'appauvrissement, Haïti a toujours été un laboratoire pour les Américains. Je vais donc faire avec vous un voyage à travers le temps. Je vais donc me promener avec vous, n'est-ce pas, dans l'histoire politique d'Haïti. Et vous comprendrez pourquoi, au terme de l'émission, si vous êtes haïtien et que vous connaissiez bien votre histoire, vous n'avez pas le choix que de détester la politique étrangère américaine. Partons de la colonie. Nous sommes donc au XVIIIe siècle. Les États-Unis viennent de se battre pour conquérir leur indépendance vis-à-vis d'un certain roi George, d'un roi anglais George, qui ne reconnaissait pas, si vous voulez, aux provinciaux, c'est-à-dire à ceux qui vivaient dans la colonie anglaise, le droit de se faire représenter au Parlement anglais.
Non seulement ceux-là n'avaient pas le droit de se faire représenter au Parlement anglais, mais littéralement, leur politique économique dans la colonie était définie par la métropole, comme cela se faisait dans à peu près toutes les métropoles françaises, pour ne citer que cet exemple-là. Alors, à la faveur du Tea Party, n'est-ce pas, les Américains, pour une affaire de thé, imaginez, pour une affaire de taxes, pour une affaire de prix du thé, qui est essentiel apparemment dans l'imaginaire américain, eh bien, les Américains se sont soulevés contre la politique de taxation du roi George, et de cette révolte-là va donc surgir ce qu'on appelle la guerre de l'indépendance américaine, qui va donc aboutir à la proclamation de l'indépendance des États-Unis en juillet 1776. Fine. Sauf que ce qu'on oublie, au moment où les États-Unis d'Amérique vont faire leur guerre d'indépendance, n'est-ce pas, ils vont, n'est-ce pas, avoir des millions d'esclaves qui vont travailler dans des champs de canne, qui vont travailler dans des champs de coton surtout. On appelait le coton le roi coton, puisque c'est sur le coton que reposait, n'est-ce pas, l'économie américaine. Mais la bataille pour l'autodétermination des peuples, la bataille pour se faire représenter dans le Congrès, la bataille pour faire entendre sa voix dans une structure démocratique, ne concernait ni les femmes, n'en déplaise à nos très intelligentes femmes, mais surtout ne concernait pas les Noirs, ça ne concernait que les hommes blancs, c'est-à-dire les Blancs qui pissaient debout. Bon. Entre-temps, nous, en Haïti, à Saint-Domingue, pour respecter, n'est-ce pas, la chronologie, nos ancêtres se battaient pour une véritable indépendance. Nos ancêtres se battaient pour une véritable révolution. Nos ancêtres se battaient pour une véritable autodétermination des peuples, sans égard au sexe. Les hommes et les femmes, dans le combat que menèrent, n'est-ce pas, nos ancêtres, étaient égaux, sans égard à la couleur. La révolution haïtienne n'est pas une révolution raciste, c'est le cas de le dire. Et donc, le temps me manquerait si je devais vous citer les noms de Toya, si je devais vous citer les noms de Grand Guiton, si je devais vous citer les noms de Boukman, de Macandal, mais arrêtons-nous à Toussaint Louverture. Toussaint Louverture qui, dans sa détermination pour l'autodétermination des peuples, va combattre et vaincre l'une des plus grandes armées d'alors, l'armée anglaise. Ce n'est quand même pas rien, la présence de ces 4 puissances-là à Saint-Domingue. Bien sûr, la puissance espagnole dont je parlerai tout à l'heure, la puissance britannique avec Maitland, la puissance française, mais également la puissance américaine. Les gens ne se rappellent pas toujours que nos ancêtres ne se battaient pas seulement contre les Français, contre les Espagnols, contre les Anglais. Nos ancêtres se battaient aussi contre l'ingérence américaine, car au moment où les États-Unis ont proclamé leur indépendance en 1776, ils convoitaient déjà le territoire haïtien. Ils voulaient ni plus ni moins annexer le territoire de Saint-Domingue. Mais ils y allaient par étapes. Ils se disaient, nous n'allons pas confronter directement les Anglais, nous allons laisser les Noirs vaincre les Anglais, vaincre les Espagnols, vaincre les Français, et ces victoires, une fois obtenues, nous, les Américains, allions intervenir, allions nous ingérer dans leurs affaires personnelles jusqu'à annexer le territoire haïtien. On l'oublie, les Américains étaient très présents dans la fameuse guerre du Sud entre Rigaud et Toussaint Louverture. D'une part, vous aviez les Français et les Espagnols qui soutenaient Rigaud, qui lui fournissaient des armes, qui lui fournissait des renseignements précieux sur les tactiques de Toussaint Louverture, mais d'autre part, vous avez les Américains, n'est-ce pas, qui, eux, soutenaient Toussaint Louverture,
qui ne le faisait pas parce qu'il croyait dans l'idéal de Toussaint Louverture, qui ne le faisait pas parce qu'il croyait dans l'autodétermination des peuples, qui ne le faisait pas parce qu'il croyait, si vous voulez, en la lutte pour l'égalité que menaient nos ancêtres, mais il le faisait, si vous voulez, par machiavélisme, c'est-à-dire diviser pour régner. Les Américains fournissaient des armes à Toussaint Louverture et aux hommes de Toussaint Louverture, c'est-à-dire à Jean-Jacques Dessalines, entre autres, et ils sont allés jusqu'à intervenir, jusqu'à entrer dans nos eaux territoriales, dans les eaux territoriales domingoises, pour canonner les forces de Rigaud. La victoire de Toussaint Louverture, une fois acquise, autour de 1798, les Américains n'ont jamais renoncé à leur désir d'annexer le territoire haïtien. Ils vont y aller par étapes. Nous avons, comme vous le savez, conquis notre indépendance de haute lutte. Nous l'avons arraché des mains des Français, mais il faut le dire aussi, nous l'avons arraché des mains des Espagnols, nous l'avons arraché des mains des Anglais, mais les Américains, rapidement, donc tout de suite après notre indépendance, ont voté une loi. Cette loi se trouvait donc dans les annales du Congrès américain. Ils ont tenté de faire voter une loi pour annexer Haïti. Ils ne sont pas allés jusqu'à voter cette loi, mais cela ne les a pas empêchés de dépecer notre territoire, d'où l'annexion de la Navase en 1857. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Si vous lisez la Constitution impériale du 20 mai 1805, le territoire haïtien couvre toute la superficie de l'île d'Haïti. Ça veut dire ce qui aujourd'hui est considéré comme Saint-Domingue et ce qui aujourd'hui est considéré comme Haïti. Et cela inclut la Navase. Mais ça n'a pas empêché les États-Unis, en 1857, dis-je, de réclamer la Navase au prétexte qu'un marin américain serait passé par là et que sur cette île-là, sur ce bout de territoire, il n'y aurait personne. Et au nom de cette fameuse doctrine de la découverte, cet Américain avait le droit de dire « ce territoire-là, il est aux Américains et non aux Haïtiens ». Et ce n'est pas seulement la Navase qui a intéressé les Américains. Le Mall Saint-Nicolas a fait l'objet d'une très longue et coûteuse convoitise, n'est-ce pas, des Américains par rapport au territoire haïtien. Et n'était la verticalité d'un anténor firmin, n'était son farouche, ou bien sa farouche combativité, eh bien les Américains auraient annexé le Mall Saint-Nicolas aussi. Mais alors, pour en revenir à la politique d'ingérence des Américains, cette ingérence-là ne s'illustre pas seulement dans l'annexion ou dans la tentative d'annexion de notre territoire. Cette annexion, cette ingérence dans notre politique étrangère s'illustre aussi par le fait que les Américains étaient impliqués dans l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Vous savez qu'en histoire, il n'y a pas de coïncidence. En histoire, il n'y a pas de hasard. L'empereur sera assassiné en octobre 1806. Mais savez-vous que dès le mois de mai 1806, des médias américains, en particulier des journaux de Philadelphie, annonçaient que l'empereur serait assassiné.
Et la ville de Philadelphie est intéressante parce que pendant la colonie, quand Toussaint Louverture chassait des Français, après l'indépendance, lorsque des Français étaient mécontents du fait que désormais l'île était indépendante et qu'elle était dirigée par des Noirs, lorsque des Français racistes étaient mécontents du fait que désormais nous avons un État nègre en Amérique, mais ils s'exilèrent à Philadelphie. En sorte que Philadelphie était devenue un bastion de comploteurs. Philadelphie était devenue, si vous voulez, un lieu où se tramaient toutes sortes de complots pour la déstabilisation d'Haïti. Et donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est sûrement pas un hasard que un journal de Philadelphie annonçait dès le mois de mai 1806 que l'empereur Jean-Jacques Dessalines serait assassiné incessamment. Donc vous comprenez, quand je vous dis que la politique étrangère américaine ne s'illustre pas seulement dans, si vous voulez, le dépeçage de notre territoire, mais l'ingérence, la politique étrangère américaine s'illustre aussi par le fait qu'on complotait sur le territoire américain pour l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, en sorte que un journal de Philadelphie annonçait dès le mois de mai 1806 que le premier homme d'État haïtien serait assassiné, ni plus ni moins. Et les Américains, à défaut de voter cette loi du Congrès, qui se trouvait donc, répétée au feuilleton du Congrès, à défaut de voter cette loi pour annexer Haïti, en particulier sous le président Adams, à défaut d'annexer notre territoire, les Américains n'ont jamais cessé de nous provoquer, soit en entrant dans nos eaux territoriales, ou tout simplement en débarquant sur notre territoire. Et si vous connaissez bien l'histoire d'Haïti, c'est vrai que les Américains vont nous occuper à compter de 1915 jusqu'en 1934, mais les Américains sont intervenus militairement pas moins que 11 fois avant 1915. Autant dire que les Américains ont toujours considéré Haïti comme une espèce de colonie qu'ils doivent directement ou indirectement annexer. Et ils l'ont démontré politiquement. Ces factions qui se battaient les unes contre les autres pour avoir le pouvoir, en général, étaient armées par les Américains. Quand telle faction marchait contre une autre pour s'accaparer du palais national, on découvrait après que les armes venaient des États-Unis, mais que surtout que le département d'État soutenait tel homme au détriment de tel autre. Qui oubliera le fait que les États-Unis ont soutenu Nord-Alexis contre le très compétent Anténor Firmin, parce qu'ils lui ont gardé une rancune, parce qu'ils ont gardé une dent contre lui, parce que celui-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est tenu droit contre les Américains lorsqu'ils ont voulu annexer le Mall Saint-Nicolas comme territoire ou comme mall stratégique pour la défense américaine. L'ingérence américaine ne s'est pas seulement faite sentir dans nos affaires politiques, l'ingérence américaine s'est aussi illustrée dans nos politiques économiques. Mais il faut s'arrêter en 1915. Il faut seulement être un enfant ou être naïf pour croire que les Américains ont effectivement débarqué en 1915 parce qu'Haïti était devenu une menace pour les pays voisins, parce qu'Haïti était devenu une menace, si vous voulez, n'est-ce pas, pour les pays environnants. Il n'a fallu que quelques heures après le renversement du président Sam pour que les Marines débarquent dans le territoire haïtien et prennent le contrôle de nos douanes, de nos économies, après qu'ils ont mis la main sur notre réserve d'or dès le mois de décembre 1914.
En sorte que, avant même l'occupation militaire d'Haïti, les Américains n'avaient aucun respect pour notre souveraineté, les Américains n'avaient aucun respect pour nos affaires politiques souveraines. Ils ont beau proclamer chez eux la démocratie, ils ont beau proclamer chez eux la doctrine Monroe, par laquelle ils disaient aux Européens « Restez chez vous, nous resterons chez nous », mais ils débarquaient plutôt dans tous les pays de l'Amérique, en sorte que, je l'ai dit à plusieurs reprises, tous les pays de l'Amérique latine ont été occupés par les Américains, et beaucoup d'entre eux plus qu'une fois. C'est le cas, entre autres, n'est-ce pas, de la République dominicaine. Mais depuis l'occupation américaine, depuis cette occupation de 1915-1934, personne n'a été élu dans ce pays sans être l'homme du département d'État. Imaginez les Américains qui proclament la démocratie, imaginez les Américains qui investissent plus d'argent dans l'armée ukrainienne que le budget militaire russe. On oublie cela, ça c'est quelque chose qu'il faut dire. Savez-vous que les Américains ont accordé plus d'argent à l'armée ukrainienne que les Russes consacrent entièrement à leur budget militaire. Et pourtant, après bientôt 3 ans de guerre, c'est la Russie contre tous les pays de l'OTAN, eh bien, on attend encore une victoire des Américains, on attend encore une victoire des pays de l'OTAN sur la Russie. C'est plutôt le contraire qui est en train de se produire, en sorte que, vous l'avez vu, au Congrès américain, beaucoup d'hommes et de femmes politiques des États-Unis disent, écoutez, on est en train de gaspiller notre argent, il est impossible que les Ukrainiens gagnent la guerre contre la Russie, d'où, si vous voulez, le refus des sénateurs, d'où le refus des congressmen républicains de voter pour l'aide de Biden, l'aide militaire de Biden en faveur des Ukrainiens. Mais ça, c'est autre chose. Restons concentrés sur la politique étrangère des États-Unis, n'est-ce pas, par rapport à Haïti. Quand on regarde, par exemple, le type d'investissement que les Américains ont fait dans les pays qu'ils ont occupés, ne serait-ce que pour citer la République dominicaine, eh bien, les chiffres parlent par eux-mêmes. Les chiffres sont très éloquents. Les Américains, pendant leur occupation de la République dominicaine, ont investi jusqu'à 10 fois plus d'argent que pendant l'occupation haïtienne. Haïti est considéré par eux comme un laboratoire. Haïti est considéré par eux comme un territoire dont il faut exiler la population. Et cela, ils n'ont pas hésité à le faire. Les paysans haïtiens qui n'ont jamais connu l'émigration, les paysans haïtiens qui sont très attachés à leur terre, c'est une affaire viscérale, ont été forcés à l'exil vers la République dominicaine, à l'exil vers Cuba par la politique étrangère américaine, car ils ont compris que pour déstabiliser ce pays, il faut commencer d'abord par forcer à l'exil la paysannerie haïtienne. Et j'aime à le dire, l'émigration haïtienne date de cette époque-là. L'émigration haïtienne date de 1915-1916, lorsque les Américains ont fait face à la résistance farouche des paysans et qu'ils ont compris que la seule façon de maintenir, n'est-ce pas, leur contrôle de ces territoires, c'est de forcer à l'exil les paysans. Et je le rappelle tout le temps, dans les notes du département d'État, le plan des États-Unis pour la population haïtienne n'est rien d'autre que d'en faire une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci. C'est-à-dire une main-d'œuvre à bon marché pour tous les pays environnants et à défaut de ces pays-là, n'est-ce pas, amener cette population-là sur le territoire américain de manière à y occuper ce qu'on appelle des jobs, n'est-ce pas, non qualifiés. Non seulement ils ont tenté d'annexer nos territoires, non seulement, n'est-ce pas, se sont-ils interférés dans notre politique interne, mais les Américains n'ont jamais hésité à corrompre, s'il le faut, les hommes d'affaires haïtiens. Ils n'ont jamais hésité, n'est-ce pas, à corrompre la classe politique haïtienne pour s'assurer que nos dirigeants
restent des hommes liges pour s'assurer que nos dirigeants mettent en pratique ni plus ni moins que leur propre politique en ce qui a trait à Haïti. Ils vont donc maintenir un François Duvalier au pouvoir, même s'il s'était proclamé président à vie, sous prétexte que François Duvalier représentait un bouclier contre l'influence communiste en Haïti. Ils vont par la suite proposer, on oublie souvent cela, ce sont les Américains, c'est l'ambassadeur américain lui-même qui va proposer à François Duvalier, n'est-ce pas, son fils comme successeur, parce que le nom Duvalier représentait, si vous voulez, un garant pour la stabilité du pouvoir politique. Et donc le régime de François et de Jean-Claude Duvalier, comme on le sait, va durer près de 30 ans, 29 ans pour être précis, et les Duvalier n'ont jamais été inquiétés par l'évangile démocratique, par l'évangile des élections, n'est-ce pas, américains, pour la simple et bonne raison que les Duvalier représentaient les hommes des Américains. Mais l'ingérence américaine ne s'illustre pas seulement dans nos affaires politiques. La politique et l'économie vont toujours de pair. S'ils ont gardé Jean-Claude Duvalier au pouvoir, s'ils ont gardé François Duvalier au pouvoir, c'est parce que pendant ce temps-là, ils se sont assurés de faire d'Haïti, si vous voulez, une terre où il y avait des jobs à bon marché, où on produisait, n'est-ce pas, soit des balles de tennis, soit des soutiens-gorge pour les femmes pour à peu près rien. Et quand l'économie haïtienne a tenté de se relever grâce, n'est-ce pas, aux pratiques paysannes, l'économie paysanne, comme on le sait, s'est structurée autour du cochon créole, eh bien les Américains sont allés jusqu'à forcer le gouvernement de Jean-Claude Duvalier d'alors à obliger les paysans à renoncer à leur porc au prétexte qu'il y avait, n'est-ce pas, cette fameuse peste porcine. Donc, l'ingérence américaine, ce n'est pas seulement s'introduire dans nos affaires politiques, l'ingérence américaine, c'est de s'assurer de déstabiliser notre économie conformément à la doctrine de Kissinger pour s'assurer que notre pays appauvri demeure pauvre et que les États-Unis restent une grande puissance dans la région et que nous importions tout d'eux. Aujourd'hui, nous importons tout des Dominicains, mais avant, nous importions à peu près tout des Américains depuis qu'ils ont déstructuré l'économie paysanne à la fin des années 70 en forçant nos paysans à décimer, si vous voulez, leur cheptel porcin. De 86 à nos jours, à quoi avons-nous assisté? Des gouvernements éphémères, des gouvernements de transition, n'est-ce pas? Jusque autour des années 90, le cas Aristide représente une exception dont je vais parler, mais de Duvalier jusqu'à 86, de 86 jusqu'à 90, n'est-ce pas, les gouvernements militaires qu'on a connus étaient tous des hommes de la CIA, des hommes placés là par le département d'État pour s'assurer qu'Haïti reste sous la tutelle américaine qui ne dit pas son nom. Mais il nous faut nous arrêter à l'exception de 90 de Jean-Bertrand Aristide, et nous allons comprendre que quand les Américains, n'est-ce pas, font face à quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, ils n'hésiteront pas à assassiner, ils n'hésiteront pas à corrompre, n'est-ce pas, ceux qui sont placés pour proclamer les élections, car Haïti doit rester si vous voulez, une colonie américaine, même si on continue de dire que ce sont les Haïtiens qui dirigent, même si on continue de dire qu'Haïti est un pays libre et indépendant, tout cela n'est que foutaise, tout cela n'est que pour la consommation publique, mais dans les faits, Haïti n'a jamais été un pays libre, les Américains y ont toujours veillé de près. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast,
Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est un podcast. Dans les années qui ont précédé immédiatement la chute de Jean-Claude Duvalier, donc en 86, en février 86, les Américains ont tenté de faire croire au monde qu'ils cherchaient à renverser Jean-Claude au nom d'un idéal démocratique. On lui a demandé d'organiser des élections libres et lui a organisé un référendum loufoque qui n'est pas sans nous rappeler des chiffres du régime soviétique. Je pense que Jean-Claude Duvalier avait obtenu, selon les chiffres de Roger Lafontaine, quelque chose comme 99,9% d'Haïtiens qui veulent le garder comme président à vie. Bon, c'était comique, c'était loufoque. Les Américains ont paru s'en offusquer et lorsqu'en 86, le peuple haïtien a renversé Jean-Claude, très rapidement, les Américains ont commencé par faire croire aux Haïtiens qu'ils voulaient des élections libres et démocratiques après 29 ans de dictature. C'était faux, c'était archi faux, et une première illustration de cela, c'était la tentative d'organiser des élections libres qui allaient vraisemblablement porter un homme de gauche comme Gérard Gourd au pouvoir. Tous les sondages le donnaient gagnant des élections et ayant eu vent de ce sondage, car 9 fois sur 10, les Américains ont leurs propres sondages qui sont même plus fiables que ceux que nos médias organisent, ayant eu vent de ces sondages, ils n'ont pas hésité à donner l'ordre aux hommes d'Henri Namphy de procéder, de perpétrer ce massacre de la ruelle Vaillant où des innocents, des civils ont été assassinés par des hommes cagoulés. Et qu'est-ce qu'ils ont commis comme crime, ces civils-là? Ils avaient leur bulletin de vote en main. Ils allaient voter pour la première fois pour élire leur président librement. Et les Américains, se servant des unités spéciales de la défunte armée d'Haïti, les ont fait assassiner littéralement. Donc le massacre de la ruelle Vaillant. Non, il n'y aura pas d'élection si le peuple haïtien décide d'élire un homme de gauche comme Gérard Gourd. Il ne faut pas l'oublier, ça. Bon. Très bien, après ce massacre perpétré sur la population haïtienne, on a annoncé de nouvelles élections. Oublions cette parenthèse de Leslie Maniga. On a annoncé de nouvelles élections. Et cette fois-ci, nous sommes, n'est-ce pas, dans les années 90. Nous sommes en décembre 90. Les Américains ont leur homme, Marc Bazin. Ils l'ont façonné, ils l'ont formaté. Hein? C'est l'homme qui a travaillé, n'est-ce pas, au FMI, c'est l'homme qui a travaillé à la Banque mondiale. En tout cas, il s'est fait connaître par les Américains et il est arrivé en Haïti déjà comme ministre des Finances sous Jean-Claude et on l'appelait, n'est-ce pas, Mr. Clean. C'est comme l'homme qui allait mettre de l'ordre dans les finances haïtiennes. Et Marc Bazin est arrivé avec un discours très pro-américain. Il est arrivé avec un discours, n'est-ce pas, qui était de la musique aux oreilles de l'ambassadeur américain. Il voulait ni plus ni moins que la vietnamisation d'Haïti, c'est-à-dire livrer l'économie haïtienne aux mains des industriels américains, livrer l'économie haïtienne aux mains des hommes d'affaires américains. Cela plaisait aux Américains. Et les Haïtiens ont une intelligence politique que les Américains sous-estiment toujours. Ils l'ont toujours sous-estimé. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous échappons à leurs prévisions, nous échappons à leurs prédictions. Ils avaient leur homme en la personne de Marc Bazin, et pour pousser les Haïtiens à voter pour Marc Bazin, ils ont fait entrer un épouvantail en la personne de Roger Lafontaine. Comprenez bien le jeu machiavélique des Américains.
Donc, vous aviez Roger Lafontaine, un macoute patenté, un macoute notoire, qui est arrivé avec beaucoup d'argent, qui est arrivé avec tout le soutien, n'est-ce pas, d'anciens duvalieristes, armés jusqu'aux dents, qui est arrivé avec le soutien implicite, n'est-ce pas, de l'armée au pouvoir. Donc, vous aviez d'une part Roger Lafontaine et vous aviez d'autre part Marc Bazin. Donc, l'ambassadeur américain se disait, écoutez, si le peuple haïtien doit choisir entre Roger Lafontaine, qui représente le régime hideux des duvalieristes, et Marc Bazin, qui arrive avec un discours pro-américain, qui arrive avec le discours de la vietnamisation de l'économie haïtienne, eh bien, l'haïtien comprendra que plutôt que de voter pour Roger Lafontaine, il lui faudra incontournablement voter pour Marc Bazin. C'était ça le jeu machiavélique des Américains. Mais c'était sans compter, j'aime à le dire, avec l'intelligence politique des Haïtiens. Tandis que les Américains croyaient nous avoir, en nous imposant l'alternative suivante, ou bien Roger Lafontaine, ou bien Marc Bazin, les Haïtiens ont opté pour une troisième voie, celle d'un petit prêtre, un petit prêtre de gauche, un petit prêtre marxisant alors, qui répondait au nom de Jean-Bertrand Aristide. Et là, c'était le branle-bas de combat. Les idéologues du département d'État, si vous voulez, les doctrinaires du département d'État n'avaient pas prévu cette troisième voie. Et puisque tous les sondages avaient donné gagnant Jean-Bertrand Aristide, l'ambassadeur américain a dit, il n'y a rien à faire, je dois corrompre la personne qui doit signer les résultats officiels de ces élections. L'ambassadeur américain, écoutez-moi bien, est allé jusqu'à déposer $1 million américains, $1 million non sollicité, je dois préciser, sur le compte de cette personne. L'ambassadeur américain, celui qui sanctionne les autres pour corruption. L'ambassadeur américain, celui qui représente un État qui nous prêche, si vous voulez, l'évangile de l'incorruptibilité, l'évangile, n'est-ce pas, de la démocratie, eh bien, l'ambassadeur américain, là nous sommes en décembre 90, a fait virer $1 million américains sur le compte personnel de cette dame pour qu'elle falsifie les résultats, ce que les Américains vont faire en 2010. Pas seulement les Américains, ce que les Français, les Canadiens vont faire en 2010, n'est-ce pas? Pour que cette dame falsifie les résultats et proclame non pas Jean-Bertrand Aristide comme gagnant, mais proclame Marc Bazin comme gagnant des élections. Donc, voyez, quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils corrompent. Quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils assassinent. Quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils déstabilisent. Je vous avais prédit cette tentative de Guy Philippe, si vous suiviez mon émission que j'ai faite d'ailleurs au mois de décembre, je vous avais dit que quelque part avant le 7 février, Guy Philippe tenterait un coup, il l'a tenté. Là, il recule parce qu'il avait sous-estimé, n'est-ce pas, la détermination d'Ariel Henry, mais détermination d'Ariel Henry surfaite un peu parce que lui, il est soutenu par les Américains. Mais pourquoi je vous parle de Guy Philippe en ce moment précis? Justement pour illustrer l'ingérence américaine. Lorsque les Américains n'ont pas pu empêcher l'élection de Jean-Bertrand Aristide, même s'ils ont tenté de corrompre la personne qui devait promulguer officiellement les résultats, mais ils y sont allés par la subversion des esprits, ils y sont allés par la déstabilisation politique, et là nous sommes, je fais un grand saut de 10 ans, n'est-ce pas, en 2004. En 2003 déjà, le Canada, les États-Unis et la France se sont réunis, n'est-ce pas, au lac Meech ici à Ottawa pour décider que la célébration du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti ne se ferait pas dans le calme.
mais que 2004 devrait illustrer au contraire la laideur d'Haïti, 2004 devrait illustrer au contraire la désunion des Haïtiens. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui a été fabriqué dans les locaux, si vous voulez, d'un hôtel au lac Meech ici à Ottawa par le Canada, les États-Unis et la France, lorsqu'ils se sont réunis, relisez l'article de Michel Vastel, n'est-ce pas, en l'occurrence, lorsqu'ils ont décidé que Jean-Bertrand Aristide ne devrait pas célébrer le 1er janvier 2004 et que 2004 ne devrait pas être, si vous voulez, une célébration du tout, mais que ça devrait illustrer la laideur, la division des Haïtiens. Eh bien, les Américains, les Canadiens et les Français sont allés chercher qui? Guy Philippe, qui recevait l'aide financière des hommes d'affaires d'Haïti, les Bidjo, les Boulos, etc., les APED surtout. Où est-ce qu'il est passé aujourd'hui APED? Personne ne l'entend. Mais il finançait, si vous voulez, le soulèvement, la révolte, n'est-ce pas, des jeunes universitaires. Le nom de Claude Joseph réapparaît tout à coup, n'est-ce pas? Suivez mon regard. Il finançait les hommes armés de Guy Philippe qui s'entraînaient sur le territoire de Saint-Domingue. Et lorsque Guy Philippe entrait sur le territoire haïtien et qu'il a commencé à mettre le feu dans des commissariats de police, qu'il a commencé à tuer ses confrères policiers, et que devant ces crimes-là, n'est-ce pas, le pouvoir en place de Jean-Bertrand Aristide a fait appel aux Américains. Les Américains sont restés, n'est-ce pas, sourds à l'appel de Jean-Bertrand Aristide. Lorsque Jean-Bertrand Aristide a fait appel, n'est-ce pas, à un pays ami, l'Afrique du Sud, pour lui fournir des armes, eh bien, le président Thabo Mbeki lui a effectivement envoyé un navire d'armes pour contrer de droit les hommes de Guy Philippe. Lorsque ce navire est arrivé à Kingston, en Jamaïque, donc tout près d'Haïti, les États-Unis d'Amérique lui ont donné l'ordre de rester là jusqu'au départ de Jean-Bertrand Aristide. Et vous allez comprendre la politique de 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, je fais encore un grand saut, c'est tout le peuple haïtien qui se soulève contre Ariel Henry. Ariel Henry a un certain nombre de déficits, il n'a pas de légitimité politique. L'accord qu'il avait signé avec des hommes comme André Michel, etc., a pris fin en décembre dernier. Et selon cet accord, il devrait partir au plus tard le 7 février 2024. Nous sommes rendus, ma foi, aujourd'hui, après le 7 février 2024. Et donc là, c'est le peuple haïtien qui se soulève. Et le même Guy Philippe revient, cette fois-ci, pour renverser, non pas un gouvernement démocratique, non pas un gouvernement élu, mais un gouvernement qui a été nommé par un tweet du département d'État. Imaginez, quand il fallait renverser Jean-Bertrand Aristide, Guy Philippe avait des armes des États-Unis. Quand il fallait renverser Jean-Bertrand Aristide, il avait le support des Américains. Et quand le gouvernement démocratique d'alors a fait venir un navire d'armes de l'Afrique du Sud, les Américains l'ont bloqué à Kingston, en Jamaïque. Mais aujourd'hui, les Américains décident de soutenir Ariel Henry envers et contre la volonté du peuple haïtien. Ce même Guy Philippe revient cette fois-ci pour renverser le gouvernement. Il n'a pas d'armes, il n'a pas d'argent, en sorte qu'aujourd'hui, on cherche Guy Philippe, on ne le voit pas. On essaie d'entendre un message de Guy Philippe, il n'y en a point, parce que les Américains décident que Ariel Henry resterait au pouvoir contre la Constitution, resterait au pouvoir contre la volonté du peuple haïtien. Au diable la démocratie, au diable l'autodétermination des peuples. Haïti est une colonie dans l'imaginaire du département d'État. Donc si vous me parlez des États-Unis comme un État de droit, eh bien vous vous trompez. Un État de droit sur son territoire, mais si vous avez suivi ne serait-ce qu'un cours en droit international, les États-Unis sont probablement le pays avec une plus longue feuille de route de violation du droit international. Je vois
les États-Unis aujourd'hui accusés de crimes de guerre, la Russie, dans sa guerre contre l'Ukraine. Mais qui va poursuivre les États-Unis pour justement crimes contre l'humanité? Qui va poursuivre les États-Unis d'Amérique pour justement crimes de guerre? Est-ce qu'on se rappelle que les États-Unis ont largué 2 bombes à la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le Japon, non pas sur des cibles militaires, mais ils ont largué des bombes dans une ville, dans 2 villes plutôt qu'une, tuant ainsi des cibles civiles, détruisant ainsi toute une population, mais qui va accuser les États-Unis d'Amérique de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité? Est-ce qu'on va oublier que dans la guerre contre le Vietnam, les États-Unis ont utilisé, n'est-ce pas, des armes chimiques contre la population vietnamienne? Est-ce qu'on va oublier que dans la guerre des 2 Corées, les États-Unis ont commis là encore des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité? Et ça ne remonte pas qu'à la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont attaqué l'Irak sous de faux prétextes. Les fameuses armes de destruction massive. Après, ils ont dit, écoutez, nous savons qu'il n'y en avait pas d'armes de destruction massive. Mais ce n'est pas moins de 800 000 à 1 million de civils, je dis bien civils, qui sont tués par les Américains en Irak. Les civils, ce ne sont pas des combattants armés. Les civils, ce ne sont pas justement des hommes armés, mais qui va les poursuivre? En sorte que je reviens à la politique étrangère américaine, les États-Unis sont le plus grand déstabilisateur du monde. Les États-Unis sont le pays qui viole plus que tous les autres le droit international quand ça ne fait pas son affaire, mais quand ça fait son affaire, c'est ce même pays-là qui va demander aux autres de respecter l'ordre international. Restons-en donc à Haïti. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Mais vous me direz avec raison que les Américains n'arriveraient pas à contrôler un pays soi-disant indépendant s'ils ne pouvaient compter d'une part sur les hommes d'affaires de ce pays, donc des gens d'affaires transnationaux comme je les appelle, et d'autre part sur les hommes politiques de ce pays. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Si nos hommes politiques n'assumaient pas leur statut d'hommes et de femmes serviles, si nos hommes politiques n'assumaient pas leur statut d'hommes liges des Américains, les Américains n'arriveraient pas à avoir ce parfait contrôle sur notre pays. Donc oui, les Américains, à eux seuls, détiennent 80% des responsabilités dans l'échec haïtien, mais il faut imputer le 20% qui reste à nos hommes politiques.
Avez-vous vu avec quelle joie cette détestable ministre Emily Prophète se rend, et puis elle aime se faire prendre en photo. Elle se rend à Washington pour signer des accords avec le Kenya. Elle se rend à Washington pour signer des accords avec Washington pour l'invasion du territoire haïtien. Mais qui lui donne ce droit? De qui Emily Prophète tient-elle sa légitimité? Ah, bon Dieu! Les hommes de notre pays, les hommes politiques de notre pays sont non seulement serviles, mais ils ont la mémoire courte. Emily Prophète doit être de ma génération, c'est-à-dire elle est quinquagénaire. Moi, j'ai encore en mémoire les hommes et les femmes politiques de l'ère de Duvalier qui, pendant le régime de Duvalier, comptaient sur les tontons macoutes, qu'on évaluait peut-être à 300 000 hommes et femmes. Ils se croyaient invincibles, ils se croyaient imprenables. Ils croyaient avoir le pouvoir pour toujours. Les duvalieristes aimaient dire « après nous, c'est nous ». Mais vous savez quoi? Lorsqu'en 86, le peuple haïtien s'est soulevé contre le régime des Duvaliers, il n'y avait pas assez de tontons macoutes pour les protéger. Il n'y avait pas assez d'armes et de munitions pour protéger les assassins de Duvalier. Est-ce qu'Emily Prophète s'imagine qu'elle va échapper à la furie, à la vengeance, à la vendetta du peuple haïtien lorsqu'un jour ce peuple-là va retrouver le contrôle de son destin? Emily Prophète devra être jugée pour haute trahison. Emily Prophète n'a ni légitimité, ni mandat, ni pouvoir de signer quelque accord que ce soit avec le Kenya ou les Américains. Mais quelle ne fut sa joie, imbécile! Quelle ne fut sa joie idiote! Quelle ne fut sa joie béate de se rendre à Washington et de se faire photographier. Moi, je l'appelle un ministre dangrien, signant un accord, un protocole avec le Kenya ou les États-Unis autorisant une armée étrangère à envahir Haïti. Mais avez-vous remarqué avec quelle détermination les policiers ont défendu le pouvoir d'Ariel? Vous l'avez remarqué, ça? Ah oui, devant le Bessap de Guy Philippe, devant les manifestants de Jean-Charles Moïse, devant les manifestants, n'est-ce pas, qui marchaient sur la primature pour renverser Ariel, les policiers ont trouvé à la fois les munitions, ils ont trouvé la combativité, ils ont retrouvé leur ardeur à combattre les manifestants anti-Ariel. Mais bon Dieu, par où est passée cette combativité quand il faut combattre ISO? Où est passée donc cette rigueur, cette détermination quand il faut combattre Vitellum? Poser la question, c'est y répondre. C'est que Vitellum, ISO et les autres gangsters à sa patte travaillent pour le même patron américain. Imaginez. Il n'a fallu que des policiers haïtiens pour protéger le pouvoir d'Ariel contre les milliers de manifestants haïtiens. Et là, vous êtes allés chercher 1 millier de policiers kenyans qui vont arriver avec le choléra. Hein, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre une épidémie de choléra au Kenya, mais les Américains s'en foutent. On s'en fout que des Noirs amènent le choléra à une population noire. C'est une population noire qui sera décimée par un corps de police noir. On s'en fout. Emily Prophète ne se pose même pas la question que toute personne responsable se poserait. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution en droit international. Je dois faire attention, ces gens-là, n'est-ce pas, ils viennent d'un pays qui est sous la menace d'une pandémie, enfin d'une épidémie de choléra. Je dois faire attention. Mais non, elle signe son accord. Et elle rit. Une espèce de zombie, une espèce d'aliéné, à l'image des intellectuels haïtiens. Emily Prophète n'aura pas assez de policiers pour la protéger lorsque le peuple haïtien se soulèvera.
Emily Prophète n'aura pas le temps de se rendre dans les locaux de l'ambassade américaine, dans les locaux de l'ambassade canadienne, dans les locaux de l'ambassade, n'est-ce pas, française, lorsque le peuple haïtien va reprendre ses droits. Elle l'a vu, Emily Prophète, en 86. Lorsque les Haïtiens ont marché contre les hommes de Duvalier, les tontons Macoute n'étaient pas assez armés, ils n'étaient pas assez nombreux pour les défendre. Ils ont payé le fort prix de la haute trahison de ce pays. Alors, Emily Prophète, souviens-toi de ce qui s'est passé en 86. C'est probablement ce qui t'est réservé. Et ce que je dis là, je ne le dis pas seulement pour Emily Prophète. Je le dis pour André Michel. Cet homme qui donnait l'impression qu'il se battait aux côtés du peuple. Cet homme qui donnait l'impression qu'il, n'est-ce pas, prenait position pour le droit du peuple. Il s'appelait l'avocat du peuple. Aujourd'hui, il mange dans la main des Américains, il mange dans la main d'Ariel. Et tu vois bien cela par sa panse. C'est quelqu'un qui se battait pour le pain et le beurre. Maintenant qu'il trouve le pain et le beurre, sa panse tombe. Eh bien, André Michel, tu étais là aussi en 86. Il n'y aura pas assez de policiers pour te protéger. Et Ariel le sait, lui. Il le sait, Ariel. Mon Dieu. Tout un peuple se soulève contre Ariel. La Constitution dit qu'Ariel n'a pas le droit de rester. La population haïtienne dit on ne veut pas d'Ariel, mais les Américains disent c'est notre homme. Et vous savez, les Américains eux-mêmes, ils ont la mémoire courte. Ils ont fait la même chose au peuple iranien lors de la révolution iranienne des ayatollahs. Le peuple iranien se soulevait contre le Shah d'Iran. Mais les Américains disaient, on s'en fout de ce que veulent les Iraniens, nous on veut le Shah d'Iran. Ils ont provoqué les Iraniens. Et vous savez quoi? Les Iraniens sont entrés dans l'ambassade américaine. Ils se sont emparés de la personne des diplomates américains. Ils les ont pris en otage. Pour signifier aux Américains qu'eux aussi, ils ont droit à l'autodétermination des peuples. Eh bien, les Américains ont le droit, ont la mémoire courte. La révolution iranienne, c'est quoi? C'est les années 80, ça? C'est pas 200 ans de cela. Vous pensez que ce que les Iraniens vous ont fait, les Haïtiens sont incapables de vous le faire? Vous oubliez de sitôt 1804? Nous avons encore le sang des saliniens dans les veines. Les Iraniens vous l'ont fait, nous pouvons vous le faire aussi, car en réalité, le salut d'Haïti passera par une révolte contre l'ambassade américaine. Haïti n'aura de stabilité que lorsque le peuple haïtien se soulèvera d'abord contre l'ambassadeur américain. Haïti n'aura de stabilité que lorsque la population haïtienne se soulèvera contre les ambassadeurs français, les ambassadeurs canadiens, les ambassadeurs américains. C'est un trio infernal qui empêche le peuple haïtien de vivre. Il n'y aura de démocratie que lorsqu'on fermera ces trois ambassades. Si les Iraniens l'ont fait, nous pouvons le faire encore mieux. Alors je regarde Ariel, qui était déjà un professionnel à la chute de Duvalier, qui a vu cet Otomacoute livré à la vindicte populaire, malgré le fait que l'armée a tenté de les protéger pendant un certain temps. Il n'y avait pas assez de soldats pour les protéger. Alors Ariel, vous pensez que quelques GI, vous pensez que quelques snipers postés à l'ambassade américaine à Port-au-Prince vont pouvoir vous protéger? Vous êtes naïf. Emily Prophète, vous êtes à ce point naïf de croire que, puisque vous êtes la femme lige des Américains, vous pouvez signer, n'est-ce pas, tout accord de haute trahison contre Haïti, vous resterez impuni? Vraiment. Vraiment. Alors, regardez la politique américaine contre mon pays. Tentative d'annexion de mon territoire, corruption de la classe politique, ingérence dans nos affaires politiques, tentative de corruption pour les résultats électoraux de 90, mais organisation de fraude électorale massive en 2010 pour placer à la tête du pays leur homme Michel Martelly. Eux-mêmes, les Américains, les Français, les Canadiens vont reconnaître en riant que Michel Martelly n'était pas du tout admissible au second tour, mais ils ont voulu le mettre.
gérance américaine, ce n'est pas seulement dans nos affaires politiques, mais c'est aussi dans nos affaires économiques. Lorsqu'Aristide devait retourner au pouvoir, Clinton lui a imposé ce qu'ils appellent le deal du diable, l'accord du diable. Détruire l'économie risicole haïtienne au profit du riz américain. Alors là, quand les Américains vous prêchent la démocratie, quand vous parlent, n'est-ce pas, du bien-être haïtien, envoyez-les promener, car les Américains, l'État américain, devrais-je dire, déteste les Haïtiens. L'État américain aime Haïti pour ses ressources. L'État américain aime Haïti pour son positionnement, mais l'État américain déteste le peuple haïtien pour des raisons historiques. Nous avons changé l'ordre du monde en 1804 pour des raisons historiques. Un État nègre dressé envers et contre tous en Amérique, alors que les Américains avaient plus que 3 millions d'esclaves chez eux. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Ils nous détestent parce qu'ils savent que nous sommes impérissables. Nous sommes l'écharpe, nous sommes le caillou dans le soulier des Américains. Alors ils maintiennent Ariel envers et contre tous. Ils maintiennent Emily envers et contre tous. Ils veulent nous envoyer 1 millier de policiers kenyans qui ont le choléra pour en finir avec nous. Ce sont ces mêmes Américains qui, dans un autre contexte, vous diraient, du point de vue du droit international, Ariel n'a pas la compétence. Ariel n'a pas la capacité juridique d'autoriser l'armée, la police kenyane à venir chez nous. Non seulement la Constitution l'interdit, mais Ariel, en tant que Premier ministre, n'a pas l'autorité de le faire. Emily Prophète n'a pas l'autorité de signer un accord avec Washington et Kenya pour l'invasion de notre territoire. Vous savez quoi? Je ne crois pas au pardon. J'ai bien hâte de voir la punition que le peuple haïtien va infliger à Ariel. J'ai bien hâte de voir la punition que le peuple haïtien va infliger à Emily Prophète. J'ai bien hâte de voir la punition que les Haïtiens vont infliger à André Michel. Vous savez quoi? Il n'y aura pas un seul pays où ces gens-là pourront vivre, car partout, il y a des Haïtiens. J'imagine une Emily Prophète, en tant qu'écrivaine, demander l'asile au Canada, bon, là où il y a 154 000 Haïtiens. Vous pensiez vraiment que vous allez pouvoir vivre tranquillement au Canada? Vraiment, Emily? J'imagine un Ariel Henry demander l'asile en France parce que lui, c'est un espion des services secrets français. Vous pensez vraiment, Ariel, que vous allez pouvoir vivre tranquillement en France? J'imagine un André Michel réclamer l'asile politique aux États-Unis où il y a au moins 1 million d'Haïtiens. Donc, vous êtes condamnés, Ariel, André Michel, Emily Prophète, à périr en Haïti. Et ne pensez pas que l'ambassadeur américain, l'ambassadeur français, l'ambassadeur canadien va pouvoir vous offrir l'asile. Où que vous vous retrouviez, l'Haïtien va vous faire payer cet acte de haute trahison. En fait, si vous étiez intelligent, on dit d'Ariel que c'est l'un des plus brillants neurochirurgiens. Fine, soit. Mais si vous étiez vraiment intelligent, Ariel, vous auriez compris que votre seul point de chute, c'est le tombeau. Ah oui, votre seul point de chute, c'est le tombeau. J'essaie d'imaginer sur quelle planète Ariel va vivre comme demandeur d'asile. J'essaie de m'imaginer dans quel pays Emily Prophète ou, n'est-ce pas, Josué Pierre-Louis, le secrétaire général du Palais national. Mais votre seul point de chute, c'est le tombeau.
Il est encore temps. Il est encore temps. Vous savez, l'Assemblée des évêques catholiques, des hypocrites aussi, utilise une formule sibylline. L'Assemblée des évêques catholiques vous invite à prendre une décision de sagesse, enfin. Pourquoi ne démissionnez-vous pas en bloc et dire, écoutez, nous avons été manipulés, nous avons été menés en bateau par les Américains, les Français, nous démissionnons en bloc, car je ne vois nul autre point de chute pour vous. Ariel, Émilie Prophète, André Michel, Josué Pierre-Louis, en tout cas, tous les alliés de ce pouvoir inconstitutionnel, il n'y a pas d'autre point de chute pour vous que le tombeau. Vous ne trouverez d'asile nulle part, puisque le peuple haïtien marchera contre vous, où que vous vous trouviez. Alors, tandis qu'il est encore temps, démissionnez. Car le peuple haïtien, il est invincible. Les Américains le savent. Le peuple haïtien, il est incassable. Les Américains le savent. Ils ne savent plus à quelle danse danser, là. Ils nous ont envoyé un Guy Philippe qui a promis une révolution, mais à la dernière minute, ils lui ont dit d'arrêter. Guy Philippe n'a tiré pas un seul pétard contre les policiers. Ah bon, il voulait faire une révolution et il pensait la faire, cette révolution, sans armes. Lui qui a déjà utilisé des armes contre Jean-Bertrand Aristide. Ah bon? C'est le pompier qui tout à coup a peur du feu. C'est le pyromane qui tout à coup réalise que le feu brûle. Les Américains avaient bloqué un navire d'armes qui allait aider Jean-Bertrand Aristide à solidifier son pouvoir. Mais là, ils arment Ariel Henry, qui n'a aucune légitimité constitutionnelle. Alors dites-moi, si vous connaissez bien votre histoire d'Haïti, ne détesterez-vous pas la politique étrangère américaine? Ok, d'accord, je voudrais m'adresser à mes amis qui sont aux États-Unis. Vous dites, écoutez, je suis quand même aux États-Unis, je gagne bien ma vie, mais êtes-vous sûr que les États-Unis ont fait ça pour vous ou ils l'ont fait pour eux-mêmes? C'est quand même 13%. Les Haïtiens, les médecins haïtiens constituent 13% des médecins noirs aux États-Unis. Je précise. Je n'ai pas dit que les médecins haïtiens constituaient 13% des médecins aux États-Unis, mais 13% des médecins noirs aux États-Unis sont des Haïtiens. Vous pensez que ça, c'est pour le bien d'Haïti que les États-Unis le font? Avec quoi fait-on le développement? On fait le développement avec des cerveaux et des bras. Donc quand les États-Unis créent le programme Biden pour vider Haïti des résistants anti-Ariel, mais les États-Unis favorisent leur développement. Quand les États-Unis, n'est-ce pas, font en sorte que 5 années après leur diplomation, tous ceux qui ont un diplôme d'études postsecondaires laissent Haïti, jusqu'à 95% d'entre eux, mais ils ne font pas du bien à Haïti. Vous avez retiré un certain bien, mais c'est un bien résiduel. Celui qui bénéficie vraiment de votre présence aux États-Unis, ce n'est pas vous, c'est l'État américain. Et ça a toujours été la politique américaine. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis détiennent le record des prix Nobel. Les Américains qui ont le prix Nobel ne sont pas au fait des Américains, ce sont des immigrants. Pensez à un Einstein. Ça a toujours été la politique américaine. Aller chercher les bras, aller chercher les cerveaux là où ils se trouvent pour faire notre développement. Des noms comme Robert Oppenheimer, Albert Einstein, grâce à qui les Américains ont dû prendre une avance pour la fabrication de la bombe, mais ce sont des immigrants. Des noms comme Werner von Braun, grâce auxquels les Américains sont allés sur la Lune, mais c'était des nazis. Werner von Braun, c'est un nazi. Les Américains l'ont fait entrer aux États-Unis, ils lui ont donné un verdict bonbon de quelques mois de prison et rapidement ils l'ont intégré dans ce qui allait être la NASA. Alors, quand les Américains vous laissent entrer chez eux en tant qu'Haïtiens, ils ne vous font pas du bien à vous, ils se font du bien à eux et ce faisant, ils font du mal à notre pays.
Si vous voulez voir la méchanceté des Américains, attendez qu'il y ait un gouvernement véritable nationaliste, un gouvernement véritablement patriote, un gouvernement véritablement compétent et incorruptible, et qui invitera les Haïtiens du dehors à rentrer chez eux pour investir. Lorsque les Haïtiens du dehors, ceux qui se trouvent aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, vont commencer à vendre leurs biens pour retourner dans leur pays, là vous verrez la méchanceté des Américains. Les Américains ne nous aiment pas en tant qu'Haïtiens. Je ne leur demande pas de m'aimer. Mais pire, ils font en sorte que je perde le contrôle de mon pays. C'est pour cela que je les déteste. Et tous ceux qui connaissent leur histoire d'Haïti devraient détester la politique américaine. Haïti ne sera stable que lorsque les Haïtiens fermeront l'ambassade américaine. Haïti ne sera stable que lorsque les Haïtiens fermeront l'ambassade du Canada. Haïti ne sera stable que lorsque les Haïtiens fermeront l'ambassade de la France. L'ambassade du Canada, l'ambassade de la France, l'ambassade des États-Unis constituent la trilogie infernale qui empêche le peuple haïtien de vivre comme des hommes. Fermons ces ambassades et retrouvons le contrôle de notre avenir politique. J'espère vous avoir été utile. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.